Mesdames, Messieurs, amis ou futurs amis de Port-Royal, ces temps troublés, parfois confinés, nous ont éprouvés. Ils ont éprouvé notre solitude souvent, notre isolement parfois. Je vois là une des raisons de la reconquête des librairies. Reconquête de leur nécessité, d'abord, pour qu'elles restent ouvertes même en temps de confinement. Reconquête de leurs objets, ensuite, qui ont permis aux librairies de limiter la casse, comme le titrait un récent article de presse. Au reste, l'imaginaire de la guerre et de la réconciliation n'est sans doute pas le plus adapté, car il ne s'agit ni d'invasion, ni de réconciliation. Il s'agit plutôt pour les uns de redécouverte, pour d'autres de découverte, pour d'autres encore de continuité. Dans tous les cas, il me semble que se dessine ou se repère quelque chose comme l'évidence de la puissance de la lecture, qu'elle nous ouvre pour un temps un monde qui n'est plus le nôtre, ou qu'elle nous permette d'y habiter à nouveau frais. La lecture peut quelque chose. Et c'est à cette question que je voudrais avec vous réfléchir à partir d'une célébrité dont vous avez déjà entendu parler, Blaise Pascal. Il me semble en effet que ce grand lecteur, qui fut aussi un grand penseur de la lecture, s'interroge sur ce que c'est que lire. Qu'est-ce que bien lire? Qu'est-ce qui se joue véritablement dans la lecture? Ce sont ces questions, donc, qu'en compagnie de Blaise, et nous croiserons aussi le chemin de Jacqueline, sa sœur, je voudrais avec vous tenter de comprendre. Je n'insisterai pas sur une évidence, mais dont il faut se souvenir. Pascal fut un grand lecteur, et l'on peut tenter, en le lisant, de traquer ses références et de restituer non peut-être la somme de ses lectures, mais quelques figures qui ont compté pour lui et qui défient totalement l'idée que son œuvre fût-elle une monade fermée sur elle-même, sans fenêtre. Rien de ce qui est livresque ne lui semble en réalité étranger. On sait par le recueil de choses diverses, qui est une collection de propos de salon, sans doute tenue dans les années 1670-1671, que Pascal aimait les livres plaisants, comme Scarron, son roman. Mais il les quitta ensuite et se donna tout à Dieu. Fin de citation. Il est possible de voir travailler, de façon parfois plus souterraine que véritablement explicite, le souvenir du roman comique dans les pensées. Parfois de Cervantes, de Cyrano de Bergerac, de Rabelais aussi. Corneille est plusieurs fois cité, nous en donnons un exemple. De même que le grand Cyrus des Scudéry. Que dire, en matière spirituelle et philosophique, de l'ampleur de ces lectures, d'Épictète, dont nous allons avoir à reparler, de Saint-Cyran, évidemment, de Descartes aussi, d'Augustin, bien sûr, et de Montaigne. Pascal a lu, non seulement lu, mais ingéré, digéré, assimilé ses lectures, tirant par exemple d'une scène du Cid la validation théorique en même temps qu'un exemple pris ironiquement en charge d'un homme chevillé à son être imaginaire. On lit en effet dans le fragment 653, difficilement, il faut le dire, grande marque du néant de notre propre être, de n'être pas satisfait de l'un sans l'autre, et d'échanger souvent l'un pour l'autre. Car qui ne mourrait pour conserver son honneur, celui-là serait infâme. Pascal se souvient ici du Cid et des stances de Rodrigue. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduite au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme, des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Comme en chimie, rien ne se perd, tout se transforme. Le lecteur est toujours un alchimiste. Mais la citation du recueil de choses diverses nous met au cœur du problème. Le plaisir de la lecture est-il compatible avec la conversion, c'est-à-dire avec une pratique plus intense du christianisme? Le don de soi à Dieu implique-t-il de se détacher du plaisir de la lecture? Question difficile, qui implique, sans doute, une morale, une métaphysique, une étude de l'homme, pour ne pas dire une anthropologie.
mais qui repose sur une idée majeure à laquelle il faut, je crois, donner toute sa force. La lecture peut être le lieu de la perdition. On peut se perdre en lisant, s'égarer dans un lieu qui n'est pas véritablement le nôtre, qui n'est pas celui pour lequel on est fait. Scarron est plaisant, certes, mais il est dangereux. Dangereux du fait même qu'il soit plaisant, loin des choses de Dieu. Gratuitement plaisant, en somme. Au pire, tragiquement plaisant, si l'on considère qu'il faille voir derrière cet adjectif plaisant le rappel d'une littérature burlesque ou railleuse, et pour le dire schématiquement, libertine. Car alors, le risque n'est pas seulement celui d'un plaisir indu, mais celui d'une trop longue exposition au péril. On trouve dans l'entretien avec M. de Sacy un passage significatif, où M. de Sacy réagit aux magistrales synthèses de Pascal qui vient en effet, en quelques lignes, de concentrer la philosophie d'Épictète et celle de Montaigne. Sacy est admiratif de l'ingéniosité de Pascal, mais il est troublé aussi par ces lectures qu'il juge si peu chrétiennes et qu'il considère dangereuses. Il ajouta que, quoiqu'il vît bien parce qu'il venait de lui dire que ces lectures lui étaient utiles, il ne pouvait pas croire néanmoins qu'elles fussent avantageuses à beaucoup de gens dont l'esprit se traînerait un peu et n'aurait pas assez d'élévation pour lire ces auteurs et en juger, et savoir tirer les perles du milieu du fumier, aurum ex stercore, disait un père. Ce qu'on pouvait bien plus dire de ces philosophes, dont le fumier, par sa noire fumée, pouvait obscurcir la foi chancelante de ceux qui les lisent. C'est pourquoi il conseillerait toujours à ces personnes de ne pas s'exposer légèrement à ces lectures, de peur de se perdre avec ces philosophes, et de devenir l'objet des démons et la pâture des vers, selon le langage de l'écriture, comme ces philosophes l'ont été. Thèse à peu près traditionnelle au XVIIe siècle, sans doute, et qui subordonne l'utilité des lectures à la capacité intellectuelle et à la disposition morale du lecteur. C'est fixer d'une part une pratique différenciée de la lecture, en repérant la différence de nos esprits et de nos cœurs, et parmi eux ceux qui peuvent correctement distinguer l'or du fumier, mais c'est aussi insister, tout simplement, sur la puissance de la lecture. Mal lu, c'est-à-dire en partie lu avec un cœur mal préparé, un livre peut nous perdre. On peut s'y brûler par une exposition sans protection. Haute conception, donc, d'un acte de lecture où l'on se met en jeu, où l'on s'engage soi tout entier et son destin. On peut se perdre donc en lisant, mais on peut aussi, à contrario, et grâce à la lecture, se trouver. Car Pascal y insiste. Sans doute faut-il un esprit bien mené, une foi plus assurée que chancelante, mais le bénéfice de la lecture de ces philosophes, Épictète et Montaigne, peut être réel. Il y insiste dans ce passage. Pour l'utilité de ces lectures, dit M. Pascal, je vous dirai fort simplement ma pensée. Je trouve dans Épictète un art incomparable pour troubler le repos de ceux qui le cherchent dans les choses extérieures, et pour les forcer à reconnaître qu'ils sont de véritables esclaves et de misérables aveugles, qu'il est impossible qu'ils trouvent autre chose que l'erreur et la douleur qu'ils fuient, s'ils ne se donnent sans réserve à Dieu seul. Montaigne est incomparable pour confondre l'orgueil de ceux qui, hors la foi, se piquent d'une véritable justice, pour désabuser ceux qui s'attachent à leurs opinions et qui croient trouver dans les sciences des vérités inébranlables, et pour convaincre si bien la raison de son peu de lumière et de ses égarements, qu'il est difficile, quand on fait un bon usage de ces principes, d'être tenté de trouver des répugnances dans les mystères. Car l'esprit en est si battu qu'il est bien éloigné de vouloir juger si l'incarnation ou le mystère de l'Eucharistie sont possibles, ce que les hommes du commun n'agitent que trop souvent. Mais si Épictète combat la paresse, il mène à l'orgueil, de sorte qu'il peut être très nuisible à ceux qui ne sont pas persuadés de la corruption de la plus parfaite justice, qui n'est pas de la foi. Et Montaigne est absolument pernicieux à ceux qui ont quelque pente à l'impiété et au vice.
C'est pourquoi ces lectures doivent être réglées avec beaucoup de soin, de discrétion et d'égard à la condition et aux mœurs de ceux à qui on les conseille. On retrouve à la fin de ce texte l'importance de la réception. La lecture est une pratique dangereuse. La résonance d'un livre dépend évidemment du lecteur et elle peut agir comme un comburant efficace si elle trouve en l'homme le bon combustible. Pour un homme paresseux, par exemple, la lecture de Montaigne agira comme une accentuation de sa pente à la paresse. Mais on trouve surtout dans ce texte l'horizon herméneutique de la lecture, en ce sens qu'elle ne vise pas tant à découvrir quelque chose du monde, dans ce cas, qu'à s'interroger soi, et à détruire quelque chose en soi qui fait obstacle à l'appropriation de soi ou au regard lucide envers soi. J'aimerais avec vous remarquer que Montaigne et Épictète sont utiles en effet pour ce qu'ils détruisent et non pour ce qu'ils construisent. Montaigne, parce qu'il détruit l'orgueil des hommes et bat la raison de l'homme en l'empêchant de s'attacher aux fantômes de la connaissance et aux risques de l'esprit propre, c'est-à-dire, en mauvaise part, l'esprit qui rend le monde à sa mesure, incapable de concevoir quelque chose qui excéderait sa portée. Épictète, parce qu'il détruit la paresse des hommes qui croient, par facilité, pouvoir s'attacher à la contingence du monde sans faire un pas personnel et courageux vers Dieu dont ils dépendent seulement. Voilà le côté kafkaïen de cette lecture, qui, prenant à bras-le-corps les deux défauts symétriques des hommes, l'orgueil et la paresse, entend non les guérir, mais les brutaliser. Kafkaïen, certes, parce que Kafka note dans une lettre célèbre de 1904 « Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Voilà ce que je crois. » Montaigne et Épictète sont aussi des haches, des briseurs de mer gelée, qui ne donnent pas accès directement à la vérité de l'Évangile, mais qui rompent, autant que possible, de mauvaises dispositions pour son accueil. Ce qui se joue dans la lecture n'est donc pas rien. C'est un acte intense, un art de la précision, de la distinction aussi, et un art de soi, enfin. Non dans le sens où sa particularité, son individualité, doit rejaillir partout, mais bien dans le sens où on doit s'engager soi, tout entier, dans l'acte de lecture. Un verbe, très souvent employé au XVIIe siècle, me paraît concentrer ces caractéristiques. C'est le verbe « appliquer », employé de façon pronominale, « s'appliquer », et qu'on trouve par exemple dans un opuscule de la sœur de Pascal, Jacqueline. On lit en effet, dans le Règlement pour les enfants de Port-Royal, publié en 1665 avec les constitutions du monastère de Port-Royal, sans doute écrit en 1657 à l'instigation d'Antoine Singlin, qui voulait que Jacqueline mette par écrit sa pratique pédagogique, cet extrait. On doit avoir pour but, les pensionnaires de Port-Royal, de les accoutumer à ne point entendre les lectures dans un esprit de divertissement ni de curiosité, mais avec désir de se les appliquer. Et il faut pour cela que la manière de les leur faire comprendre aille bien plus à les rendre bonnes chrétiennes et à les porter à se corriger de leurs défauts qu'à les rendre savantes. Le bien lire, ici, articule l'interprétation guidée du texte avec l'application tout aussi guidée de ce texte à soi-même. On soulignera d'abord le verbe « s'appliquer », qui combine l'horizon d'une appropriation, faire quelque chose du livre pour soi, devenir meilleur par la lecture, s'investir personnellement dans la lecture, se transformer, et l'intensité d'une pratique. Deux sens qu'on trouve dans la définition du verbe donnée par Furetière dans son dictionnaire universel. Il écrit « appliquer » signifie quelquefois s'approprier, prendre pour soi.
Cet homme s'applique bien des choses qui ne lui conviennent guère. Un homme chiche ne s'applique jamais ce qu'on dit en général contre les avares. Cet homme est ombrageux, il s'est appliqué une histoire qui ne le regardait point. Il note un autre sens, se dit figurément en choses spirituelles et morales pour dire qu'il travaille, qu'il s'attache fortement à sa profession ou à quelque ouvrage. On voit aussi, dans le texte de Jacqueline, l'ambiguïté irréductible de la lecture. Il est significatif que Jacqueline prenne en effet le soin de préciser que la lecture considérée ne doit pas l'être comme une pratique divertissante. Elle n'est pas un relais pour la libido sciendi, mais un outil pour se transformer et se corriger. Prise dans la dichotomie fondamentale et augustinienne de la jouissance et de l'usage, la lecture est susceptible d'être, selon la modalité avec laquelle on l'investit, un danger en même temps qu'un secours. C'est une disposition ou une manière d'être qui sépare la bonne de la mauvaise lecture. Dès lors, s'il est possible d'instruire le procès de la lecture divertissante, il est possible de défendre, à contrario, la lecture si elle est utilisée pour la réformation de soi. De procureur à avocat, on découvre non plus le fond concupiscent de la lecture, mais l'outil qu'elle peut devenir, qui impose de reconnaître la disponibilité qu'elle requiert. Jacqueline écrit dans ce même règlement, je cite, « Il se rencontre peu de livres où il n'y ait quelque chose à faire passer. Il faut s'y mettre, s'y engager, se rendre disponible au texte, prêt à recueillir, dans ce passage de lui à soi, ce dont on pourra user. » L'application aura une belle postérité philosophique. Hans Gadamer dans Vérité et méthode et Paul Ricoeur dans Temps et récit l'analyseront comme appropriation. Mais à vrai dire, il ne faut attendre ni Gadamer ni Ricoeur pour penser l'application en termes d'appropriation. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir. Qu'est-ce que s'approprier un texte ? Quelle est ici la propriété visée par le terme ? N'allons pas tout de suite dans le domaine de la spiritualité. L'appropriation d'un texte n'est pas seulement l'apanage des textes bibliques ou n'est pas toujours un acte spirituel. C'est aussi, peut-être même d'abord, à lire L'Art de persuader, un court texte de Pascal sur la manière dont les hommes consentent à ce qu'on leur propose, une façon de posséder intellectuellement un objet. Qu'est-ce que posséder intellectuellement un objet ? Qu'est-ce que posséder une démonstration, par exemple ? Pascal répond, c'est en éprouver la puissance et la fertilité, pouvoir en tirer tous les principes comme toutes les conséquences. Bref, s'approprier une démonstration, un objet intellectuel, un texte, c'est le faire sien comme si on l'avait pensé et écrit. C'est pouvoir en retrouver la justesse, coïncider avec le déploiement progressif de sa vérité. Pascal écrit, dans L'Art de persuader, « Ceux qui ont l'esprit de discernement savent combien il y a de différence entre deux mots semblables, selon les lieux et les circonstances qui les accompagnent. Croira-t-on, en vérité, que deux personnes qui ont lu et appris par cœur le même livre le sachent également ? Si l'un le comprend en sorte qu'il en sache tous les principes, la force des conséquences, les réponses aux objections qu'on y peut faire, et toute l'économie de l'ouvrage, au lieu qu'en l'autre, ce soit des paroles mortes et des semences qui, quoique pareilles à celles qui ont produit des arbres si fertiles, sont demeurées sèches et infructueuses dans l'esprit stérile qui les a reçues en vain. » On voit les deux cas que sépare Pascal. Dans les deux cas, certes, même semence, même graine, mais à chaque fois, des fruits si divers. Dans le premier cas, on tient la vérité du texte. Dans l'autre cas, on la reproduit. Il y a redécouverte, dans le premier cas, de la vérité du texte, duplication de cette vérité, dans le deuxième cas. On peut, dit Pascal 2 pages après cet extrait, après avoir ouï estimé de bons mots, les emprunter
et s'emparer, mais sans en connaître l'excellence. Et Pascal poursuit, et c'est alors que la différence d'un même mot en diverses bouches paraît le plus. L'emprunt n'a jamais vraiment bonne presse dans la pensée de Pascal. Il signale une usurpation, une manière de n'être pas soi, un défaut de propriété. Non, encore une fois, qu'il faudrait être singulier, qu'il faudrait faire jaillir sa particularité individuelle, mais plutôt parce que il faut redécouvrir pour soi, en soi, ce que d'autres ont découvert. Sartre dira, dans les carnets de la drôle de guerre, connaître, c'est s'approprier. Cela n'est pas si loin du texte de Pascal, pour autant qu'on comprenne l'appropriation comme l'acte par lequel on refait incessamment la vérité. On ne se contente pas de la recevoir. La faire sienne, c'est la recréer, en recréer les conditions d'émergence. Ainsi, il est vrai que dans les lignes citées de l'art de persuader, il ne s'agit pas simplement de lecture. Il s'agit plutôt d'un cas limite de ce que Pascal entend prouver, savoir que tous ceux qui disent les mêmes choses ne les possèdent pas de la même sorte. Mais il n'empêche, Pascal nous dit qu'il y a différentes façons d'être dans le vrai, dans la mesure où l'on peut très bien dire quelque chose qui est vrai, sans le dire en le sachant vrai. Ces passages de l'art de persuader n'en sont pas moins le témoignage d'une attention remarquable de Pascal à la modalité des choses, à la manière dont les choses se configurent ou se logent. Et je crois que ces extraits s'appliquent fort bien à la lecture et nous disent ce que devrait être une fertile lecture. D'autant que, et c'est là le dernier point sur lequel je voudrais insister, quelques pensées reviennent sur la lecture et la lient au thème de l'appropriation. On lit en effet dans le fragment 568 « Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi, que je trouve tout ce que j'y vois ». C'est un fragment malicieux. Malicieux d'abord parce qu'il écarte le lieu de la lecture, Montaigne, pour le remplacer par un autre, dans moi, c'est-à-dire le lieu du moi, en reprenant là une idée de Montaigne lui-même. Ce dernier écrit dans un des chapitres du livre 1 des Essais « La vérité et la raison sont communes à chacun, et ne sont non plus à qui les a dites premièrement, qu'à qui les dites après. Ce n'est non plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. » Pascal remplace Platon par Montaigne. Se crée ainsi une chaîne d'appropriation, de Platon à Montaigne, de Montaigne à Pascal, qui se signale, dans le fragment de Pascal, par le pastiche stylistique qui indique que l'appropriation est effective. Mais on verra aussi les différents déplacements que Pascal opère. D'abord, un travail conceptuel sur la distinction entre le verbe voir et le verbe trouver. On voit dans Montaigne ou dans Platon, on trouve dans soi. Ce qui est acquis dans le texte montagnien reste donc à refaire, reste l'objet d'une quête qui consiste à retrouver précisément ce que le texte dit d'une nature qui m'est semblable. C'est là, au-delà d'une stratégie puisée en Montaigne et actualisée par Pascal, une pénétrante analyse, me semble-t-il, de la lecture comme puissance de dévoilement de ce que l'on porte en soi, sans le savoir. On remarquera aussi que Pascal fait tout à fait évoluer l'idée même de propriété, en radicalisant la position de Montaigne. Désormais, il ne s'agit plus de se juxtaposer à une autre pensée que la sienne. Montaigne disait que lui et Platon voyaient d'eux-mêmes. Il s'agit désormais de se substituer à un autre auteur, de convertir complètement l'étrangeté d'une pensée en objet sien. On remarquera enfin la possible médiation de Descartes dans ces déplacements. Nous lisons en effet dans le discours de la méthode et dans sa première partie « Après que j'eus employé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et à tâcher d'acquérir quelque expérience, je pris un jour résolution d'étudier aussi en moi-même et d'employer toutes les forces de mon esprit à choisir les chemins que je devais suivre. » Descartes fait un pas de plus que Montaigne. Il oppose le livre du monde au livre du moi, convertit le moi en lieu de lecture et exclut tous les autres pour fonder une nouvelle philosophie.
Pascal reprend peut-être le thème du moi comme livre ou du livre du moi à Descartes. Mais sur ce point au moins, c'est aussi là que doit s'arrêter la filiation entre Descartes et Pascal. Car le livre du moi ou le lieu du moi, chez Pascal, ne fait pas accéder à une nouvelle philosophie. Trouver en soi ce qu'on voit chez les autres. La lecture, ainsi, est bien définie comme une communauté d'intelligence, une coopération ou une alchimie. Mais c'est aussi une communion, où se perçoit l'identité des natures humaines. La coopération, toutefois, n'oublions pas l'entretien avec M. de Sacy, est parfois des plus violentes, et l'appropriation des vérités est un véritable arrachement. Arrachement à ce que l'on croyait vrai, arrachement au confort des opinions toutes faites, ou à l'inquiétude mollement vécue. L'horizon est une reconfiguration du lecteur. Trouver n'est pas rien. Augmenter de nouveaux trésors, parfois déplaisants, nous ne sommes plus les mêmes. Notre identité s'est refaite. Que conclure de ce trop rapide parcours ? D'abord, que l'idée d'une littérature comme pratique de soi, d'une lecture comme transformation de soi, n'est évidemment pas l'apanage de la modernité, mais qu'entre le XVIIe siècle, que nous avons considéré, et nous, un élargissement s'est produit, tandis qu'une distinction s'est effacée. Élargissement d'abord de ce qui se transforme en nous. Pascal insiste beaucoup, évidemment, sur le lien entre la morale et la lecture, sur la lecture comme occasion pour être meilleur ou pour mieux se connaître. Désormais, la morale n'a certes pas quitté l'interrogation sur la lecture, mais on insiste aussi sur d'autres choses. Le livre est ainsi une occasion de rénover ou requalifier notre expérience politique, notre monde esthétique, ou la totalité de nos affects. D'où aussi l'abandon d'une distinction, du moins en surface, entre ce qu'il faut lire et ce qu'on ne doit pas lire, entre l'œuvre utile, qui nous rend disponibles à une vie meilleure, et l'œuvre divertissement, qui pour Pascal nous met en déroute. Approprions-nous alors Pascal, et avec lui, disons à chaque fois, ce n'est pas en Balzac, en James, en Yourcenar ou en Mauvigné, mais en moi, que je trouve tout ce que je vois. Non pour les intégrer à notre parcours moral et à notre quête de vérité, ou pas seulement, mais aussi pour leur donner la chance d'avoir quelque chose à nous dire qui nous concerne, parce que c'était déjà en nous, et que nous ne le remarquions pas avec suffisamment d'intérêt. Nous laisserons ainsi ces redécouvertes être autant de métamorphoses potentielles.